finir cette première séquence sur l'économie des territoires, on va parler financement, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, vous savez bien. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la finance n'a pas toujours extrêmement bonne presse, extrêmement bonne opinion, mais peut-être qu'il n'en sera pas toujours ainsi, et peut-être qu'en 2050, la finance sera résolument dédiée au territoire. C'est le pari que fait l'ancien patron du Fonds monétaire international, qui est désormais gouverneur honoraire de la Banque de France, Michel Cantu. Bonjour. Vous avez entendu déjà mon génial ami Jacques Attali. Vous avez entendu une série de formidables orateurs. Je crois qu'il me reste quelque chose finalement d'assez simple à vous dire ce que 2050 sera et essayer de discerner comment faire en sorte que la promesse de Jacques Attali tout à l'heure, de faire en sorte que malgré tous les prophètes de malheur, 2050 soit meilleur que 2017, que faire pour cela? Je vais m'appuyer pour vous le dire sur un travail dont je sors à peine avec des 25 experts éminents. Moi, j'étais la petite dernière roue du carrosse là-dedans. De 5 continents, nous avons essayé de discerner, en effet, ce que le monde sera en 2050 après avoir étudié la même chose pour la Chine, pour le Mexique, pour le Brésil, bref, après nous être fait la main sur les différents pays. Vous n'allez pas être surpris. Mais il faut tout de même se rendre compte que dans le monde d'aujourd'hui, de formidables forces, plus ou moins silencieuses, sont à l'œuvre, qui, comme ces grandes, lourdes vagues qui se forment à l'horizon et qui tout d'un coup déferlent sur les plages, qui déferleront un jour et par leur entrecroisement, par la manière dont elles se renforceront ou se combattront mutuellement, formeront le maillage de ce que sera 2050. Quelles sont ces tendances lourdes? Notons tout de suite qu'il va s'en ajouter d'autres. Mais enfin, on a pu en identifier 11 qui seront certainement là. La première, évidemment, c'est celle que les démographes appellent la petite aiguille de l'horloge, c'est la démographie. Le monde de 2050 sera fait d'un continent de jeunes et pour le reste, un monde de vieux, vieillissant davantage, un monde où les plus de 65 ans deviendront progressivement majoritaires. Il faut s'arrêter un instant, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais laissez-moi vous donner celui-ci. Dans le monde d'aujourd'hui, de 1980, un monde de 4,5 milliards d'habitants, l'Afrique pesait pour 10% de la population mondiale. Aujourd'hui, disons 2015, le monde est autour de 6 milliards d'habitants, un peu plus. L'Afrique pèse 1,2 milliard. 2050, dans un monde de 9,7 milliards d'habitants, l'Afrique aura doublé, 2,5 milliards. Et les démographes des Nations Unies osent nous dire ce que sera 2100, et il faut avoir ça en tête. Le monde aura à peu près 11 milliards d'habitants, l'Afrique 4,4 milliards à 16 miles de nos côtes. 40% de la population mondiale, la jeunesse du monde sera là. C'est le premier phénomène, mais si on s'y arrête 5 minutes, on se rend compte que pour habiter ce monde-là, pour le maîtriser et le rendre meilleur, de formidables changements vont être nécessaires. Mais il y a davantage. D'abord,
ceci va vous rassurer. Seconde grande tendance, rassurer et en énerver quelques-uns, ce monde-là aura continué de croître. Pas à une vitesse faramineuse, mais à peu près à celle d'aujourd'hui, ce qui fera qu'il se sera puissamment enrichi, il sera 2,5 à 3 fois plus riche que le monde actuel, mais terriblement inégalitaire si on n'y prend pas, si on n'y veille pas. Ce monde se verra la poursuite de la percée des pays émergents. Alors là aussi, il faut s'arrêter un instant. Nous vivons un glissement tectonique de la richesse et de la puissance de l'ouest vers l'est, et ceci comporte des conséquences géopolitiques phénoménales qu'il suffit de dire que en 1980, le G7, bien connu, pesait en termes de PIB mondial 51%. Et donc, il avait quelques raisons de se sentir légitime à définir les grandes orientations du monde. Les émergents, eux, ne pesaient que 35%. 2015, c'est le grand renversement. En 2015, le G7 ne pèse plus que 47% du PIB mondial. Les pays émergents, 52%. Ce sont eux qui sont légitimes à gouverner, à diriger, à orienter le monde. Et aller à 2050. Eh bien, en 2050, les émergents pèseront 70%, le G7, en gros, 20%. Et là-dedans, notre pays sera, en termes de pouvoir et d'importance relative, il sera ce qu'est aujourd'hui la Thaïlande par rapport au reste du monde, en gros la 14e ou 15e puissance. Mais aujourd'hui, nul ne songe à demander à la Thaïlande quelles sont ses idées sur l'avenir du monde. Si nous voulons, en 2050, peser sur l'avenir du monde, nous, mais aussi les Allemands, mais aussi les Italiens, bref, les Européens, il faudra que de quelque manière, l'Europe se soit requinquée et soit en mesure de parler d'une seule voix dans le concert restreint des pays qui parlent et qui orienteront le monde. Maintenant, je vais beaucoup plus vite. Je ne vous ai donné que 3 tendances lourdes, mais il y en a quelques autres qui méritent d'être notées. Il y a le fait que la mondialisation va continuer en matière commerciale en particulier, que la financiarisation de l'économie mondiale va continuer avec probablement des risques d'instabilité croissante. Il y aura, nous verrons, en raison de cet enrichissement du monde, nous verrons une explosion des classes moyennes. Les classes moyennes du monde vont s'accroître de 4 milliards de personnes, elles atteindront environ 8 milliards de personnes à ce moment-là. Ceci se traduira par une urbanisation puissante du monde. Le monde est urbanisé aujourd'hui à hauteur de 50%. Nous serons à ce moment-là autour de 65%. Vous voyez ce que ça veut dire en termes de, pour ce qui touche l'aménagement des territoires pour rendre ceci habitable pour l'homme. Nous serons confrontés avec la plus extrême violence à la finitude des ressources naturelles. Les économistes le disent et le répètent 100 fois. Si ces nouvelles classes moyennes prétendent avoir le même niveau de consommation que nous, et si nous-mêmes ne changeons pas notre propre modèle, eh bien il faudrait 2 ou 3
planètes supplémentaires pour assouvir ses besoins. Nous ne les aurons pas. Il faudra donc se demander dans un instant comment faire. Ce phénomène-là sera aggravé par les changements climatiques, même si nous remplissons fidèlement les engagements de Paris, mais il faudrait faire plus pour que tout aille bien. Nous vivrons des progrès fulgurants en matière technologique, pour le meilleur et pour le pire. Nous vivrons avec des phénomènes de violence sans visage. Des acteurs non étatiques seront toujours là, sur le modèle de Daesh ou d'Al-Qaïda, et la communauté mondiale devra faire front. Voilà vers quoi nous allons. Comment habiter. Alors face à ce tableau, mes amis des pays émergents sont relativement optimistes. Nous autres, Européens, sommes pour le moins inquiets. Et nous aurions tendance finalement à adopter l'attitude que Camus prônait lors de son discours de réception du prix Nobel à Stockholm en 1957. Il disait à ce moment-là, nous ne pouvons pas prétendre refaire le monde, contente-nous de l'empêcher de se défaire. Eh bien, Camus avait peut-être raison, nous aurions tort de nous en tenir là. Si nous voulons être positifs, nous devons accepter le devoir que nous nous sommes donnés à nous-mêmes au moment de l'Assemblée des Nations Unies de septembre 2015, respecter ces 17 engagements pour le développement solidaire, et je crois qu'on pourrait dire pour le développement positif, qui sont maintenant la charte de l'humanité, étant entendu qu'ils ne nous engagent que jusqu'à 2030, mais si nous ne les tenons pas d'ici 2030, que sera 2050 ? Là, je ne pourrai plus rien vous dire. Faisons donc l'hypothèse que, sans que ce soit parfait, nous essayons au mieux de nous-mêmes, dans un esprit d'économie positive, de tenir ces engagements. Eh bien, ceci nous amène à quelques chemins d'humanité que je me propose d'arpenter avec vous en quelques minutes, secondes même, est-il dit. Eh bien, il faudra tenir cet engagement d'éliminer la pauvreté extrême partout dans le monde. Pauvreté extrême, les gens qui vivent avec 1,9 $ par jour et par personne. Et pour y arriver, eh bien, quatre choses sont absolument essentielles. La première sera tout simplement de vaincre les inégalités croissantes aujourd'hui dans le monde. La seconde consistera à transformer les finances du monde, d'impériales qu'elles sont, les rendre servantes de l'économie. Inventer une nouvelle gouvernance du monde, aujourd'hui dominée d'une manière unilatérale, en quelque sorte, par l'Ouest, il faudra qu'elle devienne authentiquement multipolaire, puisque à ce moment-là, dans l'ordre, au hit parade de la puissance, vous aurez numéro 1 la Chine, numéro 2 l'Inde, numéro 3 les États-Unis et les autres derrière. Donc, il faut inventer et donner toute la force nécessaire devant la mondialisation des problèmes à une nouvelle gouvernance mondiale multipolaire. Il faudra aussi inventer, affronter positivement la finitude des ressources naturelles. Alors ceci implique beaucoup de choses qui impliquent notre changement de modèle de consommation. Nous le voyons positivement,
Mais beaucoup de gens dans les pays émergents le voient positivement. J'entends encore un membre très éminent, indien, très éminent de notre couple, disant « Eh bien, oui, la responsabilité de cet équilibre face à l'équilibre du monde face à la finitude des ressources naturelles, cela passe, pour nous, Indiens en particulier, par le retour aux valeurs traditionnelles de notre pays, une certaine modération, une certaine frugalité, un respect plus grand de la nature, à la différence d'ailleurs de l'exploitation brutale à laquelle l'Ouest a soumis la nature jusqu'ici. Enfin, nous devrons accepter de revoir l'éthique qui gouverne le monde. Aujourd'hui, nous vivons une absence d'éthique en réalité. Nous sommes encore sous un modèle du gagner plus pour consommer plus. La consommation devient destin. La cupidité est devenue politiquement correcte. Nous avons un rapport utilitaire à la nature. Nous avons un esprit de clocher qui nous fait exalter les frontières, alors que nous devrions laisser s'épanouir en nous-mêmes cette dimension de l'universalité sans laquelle on ne pourra pas vivre dans un monde qui se sera unifié beaucoup plus. Je pense donc qu'en effet, dans un esprit d'économie positive, il nous faudra apprendre davantage la responsabilité à l'égard du monde entier, la solidarité à l'égard de tous les autres, le partage, la gratuité, la frugalité et évidemment la résistance à l'inacceptable. Comme j'ai dépassé mon temps de parole, je vous fais grâce de la magnifique conclusion que j'avais en tête. Merci.